Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, très bon réveil à vous tous. Nous sommes très heureux de vous accompagner, je suis très heureuse de vous retrouver comme chaque dimanche matin avec toute l'équipe du Bonjour d'Algérie, les rubriques habituelles du dimanche, bien sûr. Nous aurons le plaisir de retrouver Samira dans un tout petit moment dans sa rubrique Écume et patrimoine. Elle est déjà en place, elle va nous en parler dans un tout petit moment. Elle nous parlera d'un système d'irrigation. Bonjour Samira. Bonjour. Comment ça va? Très très bien. Très bien, on va en parler avec un système d'irrigation assez complexe en tout cas pour le partage d'eau. Nous aurons également parlé aussi avec Yazid Ait Mahidine dans sa rubrique So. Aujourd'hui, il reviendra sur l'actualité de la semaine. Et puis Flab Nour, bien sûr, dans sa rubrique Les Algériens donc, de notre communauté, bien sûr. Elle sera là pour nous parler donc, de son actualité, l'actualité de notre communauté établie à l'étranger. Nous aurons également un grand retour, celui de Mohamed Djibour, qui sera tout prochainement aussi sur la chaîne Canal Algérie avec son émission Parlons Sport. Il est déjà en place. Bonjour Mohamed Djibour, comment ça va? Très bien, merci. Très bien, après 24 ans, il nous parlera bien sûr de son retour et surtout son amour du sport. Bien sûr, il a beaucoup de matière en ce moment, il nous en parlera en détail. Et puis beaucoup aussi d'invités, une actualité riche avec une belle exposition sur le peuple sahraoui. En ce moment, une belle exposition photo qui se déroule en ce moment même. Nous en parlerons avec notre invité. Le photographe sera parmi nous pour nous parler de cet élan aussi donc, de solidarité à travers son œil donc, de photographe et une très très belle exposition photographique. Nous aurons également Djilali Hadjouis qui est donc préhistorien et surtout il nous parlera donc de sa participation au congrès aussi de l'orthodontie. Quel rapport nous direz-vous? Bien sûr, c'est important de parler, lui qui est chercheur dans son domaine, il a fait une belle recherche concernant les hommes préhistoriens aussi à travers le crâne et bien sûr l'orthodontie et quelle relation il y aura avec cela, il nous en parlera tout à l'heure sur notre plateau. Et puis un grand monsieur aussi de notre diaspora qui viendra sur notre plateau, il s'agit de Imad Gennen qui est donc un amoureux donc, de l'Algérie, il fait beaucoup de choses pour son pays, il travaille sur en tout cas beaucoup de projets dans la formation, dans le marketing. On saura tout à l'heure tout son parcours à travers bien sûr sa présence sur notre plateau. Voilà, sans plus tarder, on va tout de suite donner la parole à nos invités, enfin à notre invité, Mohamed Djibour, qui n'est plus à présenter, qu'on a plaisir à retrouver. Bonjour Mohamed, encore une fois. Rebonjour. Oui. Comment ça va? Très bien, merci. Très bien. Bien sûr, on va parler sport dans un tout petit moment, juste après ça. Alors, après 24 ans, vous vous sentez comment? De retour à l'antenne? J'avais fait partie de la première équipe. À l'époque, ce n'était pas Canal Algérie, c'était Algerian TV. Et je présentais le journal télévisé. Oui. Après, on avait lancé une émission de sport Télésport jusqu'en 2001. 2001, je suis parti pour une autre aventure. Oui. Et je reviens sur Canal Algérie 24 ans après. Voilà. Et puis, vous étiez avec une belle équipe aussi. Football Magazine? Alors, Football Magazine, ça c'est de la radio. Oui. Ça c'est de la radio, c'était Télésport à la télé. Oui, il n'y a pas que Football Magazine, la radio, bon, la radio c'est ma vie aussi. Oui, bien sûr. C'est ma vie. Tout le monde vous connaît à la radio, votre voix est connue à travers les ondes de la radio. Je viens de la radio, c'est-à-dire j'ai grandi à la radio, je suis un enfant de la radio. Oui. Avant tout, il faut le rappeler. Mais disons que la passion, c'est pas que le football, la passion, c'est tous les sports. Tous les sports, tout à fait, tout à fait. Alors, vous avez beaucoup travaillé, vous avez été aussi accompagné avec de grands noms aussi donc, du sport, des personnes qui vous ont aussi aidé à travailler. Reda Belhadjouja, oui. Reda Belhadjouja qui était avec moi, Aziz Younsi qui était avec moi au tout début, Reda Belhadjouja qui était chroniqueur, Redouane Hakim Lalem aujourd'hui, Redouane Bendali également qui était chroniqueur, qui a pris le relais quand je suis parti. Oui. Il y a eu qui débutait également, qui était tout jeune à l'époque, Hakim Kesherout, qui aujourd'hui à la rédaction sportive. Voilà, pour ainsi dire, j'espère n'avoir oublié personne. Voilà, voilà. Et puis bien sûr, aujourd'hui, le sport continue, comme vous le dites, bien sûr, c'est important de véhiculer, de sensibiliser autour donc, de la passion du sport, dans le fair play surtout. Alors, des analyses sportives, bien sûr. Le sport, ça reste tout d'abord un axe important, c'est la vitrine d'un pays. C'est la première des choses. Il suffit de regarder ce qui se fait dans le monde et comment est-ce que le sport est utilisé comme soft power. Ça, c'est la première des choses qu'il ne faut pas oublier. La deuxième des choses, dans le sport, c'est un facteur de cohésion sociale. Et on l'a vu à travers... Soit on l'a, soit on ne l'a pas. Oui, c'est un facteur de cohésion sociale à travers les différentes réussites de notre équipe nationale de football, parce que le football reste hégémonique comme discipline, mais également, ça reste un moyen, le sport roi par excellence, un moyen d'éducation, un moyen également pour avoir une société qui vit bien en harmonie. Donc,
le sport est important et la culture du sport est très importante. Oui. Vous avez un rôle très important. À travers le comportement. Oui. Alors, le rôle, c'est nous sommes le lien entre les acteurs et la société. On va être gâtés cette année, puisqu'il y a plusieurs Ce que je disais, il y a événements. une actualité très riche. Hein. Oui, on va être gâtés. Vous avez la Coupe du Monde. Tout d'abord, l'actualité immédiate, c'est la Coupe arabe, ne l'oublions pas, où l'Algérie est détentrice du trophée. Vous avez après le championnat d'Afrique des nations de handball, il ne faut pas l'oublier, parce que c'est une discipline qui est dans l'ADN de l'Algérien. Vous irez un peu plus loin, il y a la Coupe d'Afrique des Nations tout juste avant, qui est un rendez-vous important, d'autant plus. Mois de décembre, ça commence. C'est au mois de décembre, exactement, ça commence le 21 décembre et ça se termine le 18 janvier. Et l'Algérie, qui espère aller le plus loin possible, elle avait raté les 2 dernières éditions. Vous avez la Coupe du Monde qui sera l'un des moments forts cet été, sans oublier, vous avez les grands tournois de tennis, vous avez le cyclisme, vous avez également la reprise du championnat, donc en d'autres termes, on va avoir une saison bien remplie. Assez chargée. Non, c'est chargé, bien Et sûr. en parallèle, on n'oublie pas que, bien sûr, avec chaque wilaya, il y a des sports qui sont organisés. Il y a eu le marathon, on l'a vécu. Alors, encore une fois, c'est magnifique. Bientôt également un circuit dans le sud qui aura lieu au mois de décembre. Ça concerne le sport automobile. Vous avez des activités à travers l'ensemble des wilayas du pays, notamment à travers toutes les disciplines, que sont le foot, le basket. Et tout ça, vous prenez en charge pour essayer donc donner un programme à chaque passionné de sport. De donner une photographie de tout ce qui se fait dans l'Algérie à travers les différentes disciplines. Voilà, et bien sûr, on revient à l'actualité. Vous avez suivi, tu as suivi le match hier? Non. Moi, j'aime pas le foot, mais quand j'entends Mahmoud Djibour, je l'écoute parce qu'il a une voix en or. J'adore sa voix. C'est sûr. Donc, beaucoup vous suivent, bien sûr, à travers les ondes de la chaîne 3, mais aussi aujourd'hui, à travers, bien sûr, le programme de Canal Algérie. Ça s'appelle donc Parlons Sport. Première émission est passée ce jeudi dernier. Ça passe tous les jeudis, donc à 22h. Premier invité, c'était Koreichi. Alors, premier invité, Tawfiq Koreichi. Pourquoi Tawfiq Koreichi? Parce que, je le rappelle, c'est quelqu'un qui a, en termes sur le plan technique, qui a été directeur technique national, qui a une photographie du football national en matière de développement, mais également ce qui est fait au niveau des sélections, et qui est également instructeur au niveau de la Confédération africaine de football. C'était un des regards les plus intéressants concernant la Coupe arabe, en attendant le tirage au sort également de la Coupe du Monde. C'était à la veille du tirage au sort. Donc, ce qui est fait est fait. Et donc, c'est pour ça qu'on l'a eu comme premier invité. Mais pourquoi Parlons Sport? Parce que Parlons Sport, ça vous ouvre. Le titre lui-même parle de lui-même, en d'autres termes, sans faire de jeu de mots. Ça ne parle pas que de football, ça ne parle pas que, bien sûr. Ça reste ouvert sur les autres disciplines. Pourquoi j'ai cité le handball? Rappelez-vous, le handball, c'est la deuxième discipline après le foot en Algérie en matière de sport co. Quand je dis le hand, je parle d'athlétisme également, il y a des traditions. Donc, ça nous permettra d'avoir une fenêtre sur les autres disciplines, pas que le foot. Eh bien, on va voir un extrait donc, de votre émission qui est passée jeudi dernier. Donc, le rendez-vous sera pris dorénavant chaque jeudi à partir de 22h. Regardez, ça parle sport, bien sûr, avec Mahmoud Djibour. Parlons sport. Madame, Monsieur, merci de nous faire confiance encore une fois pour votre nouvelle émission Parlons Sport. Comme son nom l'indique, Parlons Sport, ça concerne toutes les disciplines. Et on parlera de football avec nos invités, mais également il y aura d'autres disciplines, le hand, le basket. Ça, c'est pour les sports co, mais les sports individuels ne seront pas en reste. Parlons Sport, c'est tous les jeudis sur Canal Algérie. Et des événements vont marquer cette fin d'année 2025, avec notamment la Coupe arabe que vous vivez actuellement, la Coupe d'Afrique 2026, pour le handball, compétition continentale, pour le football, la Coupe du Monde de football, on l'attend tous au mois de juin. Avec notre premier invité aujourd'hui, Tawfiq Koreichi. Tawfiq, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Ça nous fait toujours plaisir de vous accueillir. Tawfiq Koreichi, il a tout connu, d'entraîneur, directeur technique, et aujourd'hui vous revenez en club au Shabab Riyadi de Belouizdad. Vous êtes responsable de la formation. Merci encore une fois. Pour vous accompagner et m'accompagner durant toute cette saison, Ali Hamouche. Bonsoir Ali. Bonsoir Maman, bonsoir Tawfiq. Tawfiq Koreichi, votre actualité immédiate aujourd'hui, vous avez changé de fusil d'épaule, vous occupez de la formation des jeunes. Tout à fait, ça fait depuis presque 1 année et demie. J'ai été sollicité par le Shabab de Belouizdad pour prendre en charge
disons, la formation des jeunes catégories, chose que nous sommes en train de faire depuis presque une année et demie. On a beaucoup de bonnes choses, il y a beaucoup de moyens au niveau du Chabab Blouza. Seulement. Voilà, de retour donc sur le plateau. Donc avec cette première émission, ça se passe comment les prochains invités, ça va? Bien sûr, prochain invité, jeudi prochain. Ça sera jeudi prochain. On reviendra sur le tirage au sort de la Coupe du Monde, je rappelle. Le tirage au sort qui nous donne le détenteur du trophée, l'Argentine, qui nous donne une équipe qui se qualifie pour la première fois en Coupe du Monde et qui sera, c'est la Jordanie, il ne faut pas l'oublier. Et enfin, on va avoir des retrouvailles 43 ans. L'Autriche, depuis 82. 82, le match de la honte face, je le rappelle, à l'époque ça s'appelait la RFA, mais l'Autriche, rappelez-vous, j'étais jeune à l'époque, c'est la seule équipe qui nous avait vraiment respecté. Les Allemands nous avaient pris de haut, mais les Autrichiens nous ont respectés. Ils avaient un entraîneur qui s'était déplacé en Libye pour pouvoir suivre l'équipe nationale, ils nous connaissaient très bien. Et si vous revoyez le match, si vous avez la chance de revoir le match, sur la première mi-temps, on aurait dû mener 4-0, il y avait un grand gardien qui s'appelait Concilia, qui a tout arrêté, mais en deuxième mi-temps, faiblesse. Il y a eu un moment faible, un temps faible de notre équipe nationale. Ça s'est traduit par un 2-0. Si on n'avait pas perdu ce match, ça nous aurait donné peut-être toute cette situation. Mais dans l'histoire, restera dans l'histoire, l'arrangement entre l'Allemagne et la RFA, ce qu'on qualifie depuis toujours de match de la honte. Bien sûr, bien sûr. Mais et ça reste, la page est tournée. C'est resté, bien sûr. Et aujourd'hui, l'Autriche respecte énormément l'équipe nationale. L'Autriche était dernière participation des Autrichiens en Coupe du Monde, ça remonte à 1998. Donc ça fait très longtemps que les Autrichiens n'ont pas été en Coupe du Monde. Ils reviennent à travers déjà leur club en Coupe d'Europe et puis on va les retrouver. Il y a un bon coup à jouer. Je rappelle, nouvelle mouture, vous avez 48 nations, vous avez 32 nations qui se qualifient. C'est énorme, c'est par rapport à ce qui se faisait il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a un seul continent, mais il y a 3 pays. Donc, vous prenez la dernière édition, il y avait 38 nations, 32 nations, pardon. Et aujourd'hui, vous en avez 48. Mais ça, on a augmenté le nombre d'équipes. C'est pas pour faire plaisir, c'est une affaire d'argent. Parce que ça vous donne un tour supplémentaire et les télés vont payer encore plus. Voilà, vous branchez sur un sujet que j'adore. Bien sûr, en tout cas, comment on dit, cette équipe, ce sont de belles équipes, bien entendu. Alors, accessibles, ça va. Je vais vous dire, quand vous regardez le tirage au sort, vous avez des équipes que personne. Je vous dis Curaçao, vous connaissez Curaçao? Curaçao, personne ne connaît. C'est une petite île qui se trouve, qui dépendait des Hollandais, qui se qualifie pour la première fois, c'est historique. Vous avez Haïti également, qu'on va retrouver. Comme ça, il y a un peu d'exotisme dans cette Coupe du Monde. Mais disons que la compétition, la vraie compétition, pour les puristes, je dis bien pour les puristes, ça débutera à partir juste après le premier tour. Parce que sur le premier tour, il y aura beaucoup quelques matchs déséquilibrés. Voilà, très bien. Alors, on aura aussi à parler, bien entendu, donc, des résultats de notre équipe A', qui ont fait un beau match hier, n'est-ce pas? Les A' qui ont battu Bahreïn, qui reste le petit poussé 5, mais c'est bien, 5-1. Là, ils engrangent de la confiance. Grosse déception après le premier match contre le Soudan. Là, ils engrangent de la confiance. Ils vont affronter l'Irak. L'Irak, je tiens juste à rappeler qu'ils vont disputer les barrages au mois de mars pour tenter de se qualifier en Coupe du Monde. Ils ont réalisé un parcours tout juste, c'est juste. Ils ont, sur les 2 matchs joués, ils ont 6 points. Donc ils occupent la première place. Nous en avons 4. L'enjeu pour nous, si on veut terminer premier, c'est de gagner le dernier match. Si on fait match nul, on termine deuxième. Mais vous savez, s'il faut sortir du premier tour, après, c'est une autre compétition qui va débuter. Pourquoi? Parce que là, ça se déroule sous forme de championnat, mais après, c'est des matchs à élimination directe. Et le but, c'est de conserver le trophée. Alors, je pense que notre équipe part en puissance, n'est-ce pas? Elle monte en puissance, mais dans le même temps, vous savez, c'est complètement différent quand vous jouez des matchs du premier tour et les matchs à élimination directe. Sur un match à premier tour, vous pouvez vous rattraper. L'exemple, c'est contre le Soudan. On fait 0-0, après on gagne 5-1 et il y a un match contre l'Irak. On est déjà qualifié. Mais sur un match à élimination directe, là, il ne faut pas se rater, il n'y a pas de rattrapage. Donc, ça reste, on est dans l'incertitude. Après, bon, le but, je le rappelle encore une fois, c'est d'aller le plus loin possible et pourquoi pas conserver le trophée, même si ça me semble, c'est pas pour jouer l'oiseau de mauvais augure, compliqué. Non. Mais bon, nos joueurs sont quand même à la hauteur, donc des joueurs irakiens aussi. Ah mais c'est différent. Ce qui manque à cette équipe nationale, sous l'ère Bougara, c'est que ça a beaucoup bougé. C'est une équipe, au dernier moment, il a apporté des changements. En revanche, l'Irak a un objectif bien précis, c'est d'aller en Coupe du Monde. Donc ça, c'est des matchs de préparation, parce qu'ils sont avec leur équipe A et non avec leur équipe A'. C'est des matchs de préparation, et puis la majorité des joueurs sont des joueurs locaux. Ils préparent les éliminatoires du mois de mars. Justement, les joueurs locaux ont été donc formés au niveau du championnat, donc on a de bons éléments aussi. Alors, les joueurs, vous avez des joueurs du championnat national, pas tous. Victor Lecal n'a pas été formé en Algérie. Donc c'est un mélange, c'est un assemblage entre des joueurs
formés au niveau du championnat national et d'autres ayant eu la formation à l'étranger, notamment qui nous vient, la majorité des joueurs ont grandi, ont été formés en France. Je rappelle pour l'équipe A et pour certains de l'équipe A'. Mais que vous le vouliez ou non, aujourd'hui, partout dans le monde, pour passer à une autre étape, il vous faut aller vers d'autres championnats, et notamment les championnats européens. L'exemple de notre championnat national, nous avons un bon niveau aussi par rapport au championnat arabe, par exemple. Ça dépend comment vous vous situez. Vous prenez l'Égypte, ça reste l'un des grands championnats. Vous prenez en revanche le championnat koweïtien ou le championnat irakien, c'est un peu plus faible. Mais ce qui est sûr, notre championnat est un bon championnat. Au niveau arabe, maintenant au niveau continental, parce qu'on est sur une région et sur un continent, alors au niveau continental, ça reste plus compliqué au niveau des clubs, et là il y a d'autres paramètres qui interviennent. Très bien, donc on espère en tout cas une belle ascension pour notre équipe nationale. Voilà, tout à fait. Donc le match, ce sera donc avec l'Irak mardi. 18h. Très bien, 18h. En tout cas, on vous souhaite... C'est en direct sur Canal Algérie, il ne faut pas l'oublier. Parfait, parfait. En tout cas, merci beaucoup Ma'amar Djibour d'être venu sur notre plateau de bon matin. Je sais que vous avez beaucoup de choses à faire ce matin au niveau de la chaîne. Tous les matins, je suis à l'antenne. Oui, tout à fait. Et moi, en tout cas, ravi. Et puis, bon courage. On vous écoutera et on vous suivra chaque jeudi à partir de 22h dans Parlons Sport. Voilà. Merci encore une fois et puis je vous souhaite bon vent. Merci, merci beaucoup. Vous allez suivre la rubrique de Samira. Dans un tout petit moment, on parlera des cubes et patrimoine avec bien sûr le partage d'eau tout de suite. De retour, Samira, tu as bien suivi, tu as pris des notes? Oui, je suis quand il parle. J'en ai aucune idée les points, mais je l'écoute parce qu'il est, je trouve très franco, c'est ça. Il dit les choses telles qu'elles sont. Direct. Voilà, exactement. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler d'un système d'irrigation. Un système d'une tablette, précisément, une tablette qui se trouve au musée des Antiquités. C'est une pièce, on va dire, unique en Afrique du Nord et probablement dans tout le continent. Par rapport au continent. C'est quoi? C'est une table romaine. C'est une table qui a été retrouvée à La Maspa. La Maspa, c'est actuellement Marouana. Marouana, c'est entre Constantine, à une centaine de kilomètres de Constantine, et pas très loin, peut-être un peu moins de 50 kilomètres de Betna. Donc, on est sur l'itinéraire d'Antonin. Voilà, Antonin, c'est une géographie en fait qui raconte l'histoire, mais aussi les échanges commerciaux qu'il y a eu à l'époque romaine, à l'époque de la Numidie aussi. Très bien. Voilà. Donc on est à quelques kilomètres du Belzéma. Belzéma, c'est quoi? C'est une région, c'est une plaine, mais c'est aussi le parc national du Belzéma. C'est un endroit qui est extraordinaire. Il y a des sapins, des cyprès, enfin il y a une faune, une flore magnifique. On peut y faire du trekking, on peut y faire du bivouac, on peut tout y faire. Et à là-bas déjà il y a un qasr qui est byzantin, et à quelques kilomètres se trouve Merouana. Merouana, juste après 1830, on a retrouvé une table, en fait Mascaré. Mascaré, dans sa campagne scientifique, a découvert une tablette, une pierre assez unique. Elle porte des écritures. Donc elle est en pierre, elle est ce qu'on appelle gravée à la technique lapidaire. Donc c'est connu de l'époque romaine. On voit un très très joli aqueduc. Oui. Alors c'est un aqueduc pour rappeler que aucune ville romaine ne s'est installée ou ne s'est construite, ne s'est implantée sans qu'il y ait de l'eau. Voilà. Et puis à partir du moment où il y a eu une expansion de la ville, c'est-à-dire que les gens sont de plus en plus s'y installés, on a construit des aqueducs, on a construit des choses de manière à pouvoir alimenter tous les foyers. Voilà. Et donc on suppose, il n'y a pas d'aqueduc, il n'y a pas de reste d'aqueduc à Marouana. Ces fameuses tablettes. Voilà. Ces tablettes, en fait, il y en a eu 3. Elles n'ont été pas retrouvées au même moment, mais elles ont été retrouvées progressivement. Une partie, en tout cas, a été retrouvée à Marouana. Qui s'est appelé Corneille pendant la colonisation française. C'est ce qu'on voit. Le règlement, c'est ce qu'on voit. C'est ça qu'on voit. Il n'est pas très, on va dire, on ne peut pas très bien lire, mais j'ai repris, voilà, c'est ça. Voilà. C'était sous le règne de Ila Klab, voilà. Et ce qui rend unique, c'est que c'est le seul document qui existe en Afrique du Nord, en Algérie,
Tu vois, c'est répertorié. Wow. On a tous les noms des propriétaires terriens, de la région, le nombre d'arbres, la superficie. C'est tout l'intérêt de ce règlement. Beaucoup de détails. Et c'est à partir de là qu'ils vont pouvoir agir de façon équitable, c'est-à-dire distribuer l'eau selon les besoins de la personne, de l'agriculteur, on va dire, de celui qui va labourer. Si on devait le comparer avec les Fogaras, bien sûr, du Sud, c'est différent? Non, c'est différent. C'est le goutte à goutte, c'est une gestion... alors, ça pompe de la nappe phréatique, donc c'est pas la même source. Mais au niveau du partage, c'est équitable, c'est collectif. C'est collectif. Par contre, là, c'est selon le besoin de chacun. Si quelqu'un a 5 arbres, il va recevoir une quantité d'eau pour 5 arbres. Voilà. Ou du moins, comment on va dire, il y en a qui avaient plus de terre, il y en avait plus d'arbres, plus d'oliviers, plus de... Voilà. Donc, c'est réparti selon le besoin. Ils devraient le faire. Hein. Oui. Même pour nous, il y a des gens qui ont une plus grande surface, il y a des gens qui en veulent. Oui. Donc c'est une gestion équitable. C'est ça qui le rend unique. Et on sait. C'est une gestion intelligente aussi. Hein. Très très intelligente et je trouve extrêmement moderne. Extrêmement moderne. Il n'y avait pas de gaspillage. Et la répartition de l'eau se faisait d'une manière extraordinaire. C'est documenté, c'est quelque chose. Imagine-toi, c'est sur la pierre. Donc c'est gravé donc de façon lapidaire sur toutes ces pierres. Voilà. Sur cette grosse pierre, c'est une grosse pierre qui s'est cassée. Donc une partie de cette pierre se trouve au musée des Antiquités, qui se trouve pas très loin de la télé, au début du Télémie. Voilà. Donc ça renseigne aussi sur la ville, donc s'il y avait ça, donc on sait combien de nombre de propriétaires il y avait. Ce qu'on sait, c'est qu'au milieu des années 80, au moment de la construction d'une cité, en fait, d'une cité de logements, en fait, de 500 logements, ils ont trouvé, ils ne savaient pas qu'il y avait une cité antique, donc au moment où ils ont fait le terrassement de la route, ils sont tombés sur énormément de choses. Même la construction en fait de cette cité, ils ont retrouvé en fait une église, une abside en fait. Donc ça renseigne qu'il y avait tout en tout cas un rituel funéraire. Il y avait des nécropoles. Il y avait aussi un trésor de pièces, donc de l'époque romaine. Oui, de l'époque valentinienne, antonien. Voilà, tout ça a été. Alors, dans un premier temps, envoyé à la daïra de Marouana et ensuite envoyé au musée à la répartie, entre autres, au musée des Antiquités d'Alger. Où il y a tout un département numismatique. Très bien. Voilà. Merci beaucoup, Samira. On a pu faire le tour et comprendre aussi justement ce partage d'eau. Ce partage d'eau, en tout cas une pièce à voir au musée des Antiquités. Elle est très particulière, elle est unique en Afrique, chez nous. Et on a, je ne sais pas comment dire, ça remonte le temps, on remonte à une certaine manière de travailler la terre, de consommer de l'eau, une gestion de l'eau intelligente. Tout à fait. Merci beaucoup pour ce voyage à travers donc Betna et Constantine. Marouana, plus précisément. En tout cas, on te dit à demain. Inch'Allah. Voilà. Bonne journée. Merci Amel. Voilà, on continue notre émission. Je vous invite tout de suite à suivre cette rencontre. C'est une rencontre, un congrès sur l'orthodontie, bien sûr, à travers ce reportage signé Samia Boireau. On se retrouve juste après. Professeur Kassi est parmi les organisateurs de la SAO, la Société algérienne d'orthodontie. Il supervise les derniers détails. Aujourd'hui, tout est prêt pour recevoir les professionnels de cette spécialité sous le thème orthodontie 360 degrés entre esthétique et fonction. Nous avons eu l'idée justement d'allier ces deux concepts parce qu'aujourd'hui, on ne fait pas uniquement de l'esthétique, on s'occupe aussi des fonctions. Et la nouvelle médecine, c'est quoi? C'est que lors du diagnostic, il faut poser quand même un diagnostic éthiopathogénique. C'est-à-dire qu'avant de traiter les symptômes, on doit s'occuper beaucoup plus de la cause. Et si vous vous occupez de la cause convenablement avec les traitements idoines, à ce moment-là, donc l'anomalie fond comme neige au soleil. Voilà. On essaye de hausser le niveau de l'orthodontie en Algérie et de ramener beaucoup de speakers
qui vont essayer de nous transmettre de nouvelles technologies, de nouvelles approches qui nous permettront de mieux traiter nos patients. Ce 10e congrès international était autour des avancées les plus récentes en orthodontie contemporaine, réunissant 11 conférenciers de renom qui ont partagé leur expertise et leur vision dans cette spécialité, à l'exemple du professeur Ravinanda, ainsi que des labos étrangers qui sont venus avec des idées innovantes. Maintenant, il y a les gouttières transparentes. Est apparu des gouttières en plastique qui sont performantes, mais maintenant, on a affaire à une deuxième génération. C'est directement imprimé du logiciel vers l'imprimante, et donc, en fait, c'est fait en résine, une résine qui est très spéciale. Pourquoi cette résine? Elle est en fait très innovante dans le sens où elle est à mémoire de forme. C'est-à-dire que tous les jours, vous allez avoir une adaptation de la gouttière transparente à la dentition du patient. Donc, elle va se réactiver tous les jours, ce qui fait que le traitement, il est plus court et il est beaucoup plus confortable parce que les forces sont faibles mais constantes. Vient pour introduire un nouveau concept qui est le MSE. C'est quoi le MSE? C'est le Maxillary Skeletal Expander. Un système nouveau, très innovant, qui aide les médecins dentistes, les orthodontistes à gérer les cas difficiles qui sont normalement chirurgicaux, juste avec l'utilisation du MSE. Donc le MSE, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une expansion, il élargit le maxillaire sans avoir recours à la chirurgie. Notre solution, c'est de faire des aligneurs dentaires. C'est une nouvelle technologie sur le marché en Algérie. Et ça permet en fait d'avoir des dents bien dessinées, bien alignées, mais en étant très discret. Donc, parce que c'est en avant des gouttières en plastique qu'on va mettre tous les jours. On va les changer une fois tous les 10 jours. Et ça permet en fait de bouger les dents petit à petit. Et avoir toujours le confort aussi de pouvoir enlever ces gouttières pour manger et les remettre. Ce congrès international était une occasion d'échange entre les professionnels, les chercheurs et les étudiants passionnés par l'orthodontie. Une occasion également pour partager les avancées scientifiques et améliorer la prise en charge des patients en leur offrant des traitements modernes, efficaces et conformes aux normes internationales. Attention. De retour sur le plateau, comme je vous l'ai annoncé en sommaire, nous allons parler science et surtout et aussi art, avec bien sûr l'art de la photographie. Avec nous, Monsieur Djilali Hadjouis, bonjour. Bonjour. Bienvenue bonjour, parmi nous. Merci encore une fois de m'avoir invité, comme d'habitude. C'est le mieux, alors on n'a plus à vous présenter, mais tout de même, le téléspectateur n'est pas toujours le même qui nous regarde, donc vous êtes paléontologue, vous êtes chercheur en préhistoire, en histoire, vous êtes là pour nous parler de votre participation à un congrès très important sur l'orthodontie, et on va dire pourquoi dans un moment. Bienvenue parmi nous. Merci. Et on a le plaisir aussi d'accueillir un photographe qui est passionné par ce qu'il fait, l'œil d'un passionné, d'un humaniste surtout aussi. Il s'agit donc de Imad Meghelati. Bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Là, c'est le mec, bienvenue en tout cas. Merci. Alors, on va parler bien sûr de cette rencontre qui vous a donc réunis, vous les scientifiques, à travers un congrès qui est un congrès de scientifiques, de chirurgiens, donc maxillofacial, donc qui travaillent sur l'orthodontie. L'orthodontie, effectivement, c'est en fait la 10e édition de ce congrès en Algérie et qui est présidé par le docteur Reda Alim. Et cette 10e rencontre, elle est un peu différente de celle des précédentes. Je n'ai pas assisté, mais j'ai eu le témoignage de Reda Alim et de ses partenaires et de ses collaborateurs. Elle est un peu spéciale parce que c'est la 10e année. Et la Société algérienne d'orthodontie qu'il préside justement depuis 10 ans, elle vient d'être, avec leur revue, parce qu'il y a une revue, elle vient d'être labellisée auprès des orthodontistes du monde. Voilà. C'est-à-dire, à un moment donné, il y a un label pour sélectionner certaines revues internationales et elle vient d'être sélectionnée. Donc pour lui, c'est un honneur. Et donc, il m'a sollicité pour être expert
dans le comité scientifique avec les orthodontistes. Donc pourquoi l'orthodontiste? Donc il me suit depuis quelques années et un jour il m'a contacté en me disant voilà, je suis tombé des nues en lisant ce que vous faites, je ne sais pas d'où vous êtes, parce que vous êtes sur Paris. Il pensait que j'étais pas algérien. Pourquoi? Pour la simple raison, parce que je suis inconnu ici. Dans mon pays, je suis inconnu, mais je suis connu ailleurs. Donc il s'est dit peut-être que c'est une autre nationalité qui vit à Paris. Donc il me contacte et il me demande, voilà, j'ai lu vos bouquins, j'ai lu vos articles. Les communications, bien sûr. Vos communications. Je suis intéressé par ce que vous faites sur les asymétries. Moi, je suis spécialisé sur le déséquilibre crânio-facial, dentaire et postural. Et donc, il était intéressé d'avoir quelques documents. C'est comme ça que la première rencontre s'est faite. Et par la suite, donc, il m'a sollicité pour présenter la conférence plénière, c'est-à-dire la première conférence. Une des plus importantes. La plus importante, pour introduire le congrès des orthodontistes. Pourquoi les orthodontistes, étant donné que je ne le suis pas? C'est tout simplement depuis les années 90, ça fait déjà un peu plus de 30 ans, j'avais construit des passerelles. Moi, je suis paléontologue et paléoanthropologue. Paléontologiste. Et paléopathologiste. Bon, il y a pas mal de... C'est-à-dire les états sanitaires des populations du passé, toutes les maladies, les infections, les traumatismes, etc. Et les vertébrés, surtout. Voilà. Alors en paléontologie, ce sont les quadrupèdes, les animaux fossiles. Et la paléanthropologie, ce sont les hominidés fossiles, et notamment les hommes de Mashta'afalou, c'est-à-dire les derniers hommes anatomiquement modernes qui ont vécu et étaient dans cet environnement préhistorique que l'Algérie a connu pendant les dernières 100 000 ans. Et donc j'avais construit des passerelles pour essayer de comprendre certaines fonctionnalités anatomiques, physiologiques et posturales chez d'autres partenaires, c'est-à-dire les orthopédistes dentofaciaux, les chirurgiens maxillofaciaux, les rhumatologues, pour essayer d'avoir des clés de réponse que moi je n'avais pas dans mes disciplines. Et c'est ainsi que le nœud s'est fait avec, un jour j'ai rencontré une pointure d'un orthodontiste en Europe qui s'appelait, il est mort, Robert Gudin, un grand orthodontiste, et il se posait la question, il m'a dit, vous êtes quoi au juste? Parce que vous parlez d'anatomie comparée, vous parlez de maladies. Mais je lui dis, je suis tout simplement un anatomiste sur des populations du passé. Exactement. Voilà. Le médecin légiste de ces Le médecin légiste, c'est vous qui l'avez dit une fois. Et donc, il m'a dit, à ce moment-là, je vous sollicite, je vous reçois à l'Académie de chirurgie dentaire si vous le souhaitez. Donc voilà, je suis membre de leur académie. Et depuis, vous participez régulièrement à des congrès sur l'orthodontie. Donc voilà, donc je suis invité à des congrès d'orthodontie. En France, ça fait déjà légion. Dans le gros forum, ça se passe chaque année, les journées d'orthodontie à la place, la Porte-Maillot à Paris. C'est le grand rassemblement mondial. Et j'ai fait à 2 ou 3 reprises des conférences plénières chez eux pour représenter soit les problèmes de la face, soit les problèmes dimorphisme sexuel. C'est une très belle spécialité aujourd'hui pour bien sûr les orthodontistes qui font des merveilles quand il y a donc des malformations, quand il y a des difficultés au niveau. Donc vous m'aviez questionné sur moi, mais je ne voulais pas. Moi, je voulais parler sur les prouesses techniques de l'organisation et de l'organisation du docteur Halim. Je vous dis sincèrement, j'ai été bluffé parce que il allie à la fois la compétence, le talent, l'expérience. Il est très doué, un excellent orateur, un excellent pédagogue, et les cas qu'il nous a présentés, parce qu'il est orthodontiste en cabinet, sont avec des exemples thérapeutiques et même sur l'esthétique de la face avant et après le soin. La science avance de jour en jour et c'est tant mieux pour les patients. Alors, moi, je leur dis, même au pouvoir public de ce pays, il faut insister pour garder des personnes comme ça, et il va être dans quelques années le grand patron de l'orthodontie ça va lui faire algérienne. Plaisir de vous entendre parler de lui ainsi. Et en plus, sa revue qui est en train d'être labellisée, enfin elle est labellisée, donc ça veut dire des publications de rang, ce qu'on appelle de rang A,
Ça veut dire que la première catégorie avec des articles en anglais, en français, qui vend. Alors ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, hier surtout, c'est que les personnalités orthodontiques qu'il a invitées, ce sont celles que je vois habituellement dans les congrès internationaux. Donc déjà, il est dans un standard et une représentativité mondiale. Donc ça veut dire que les prochains congrès qui vont se faire à Alger vont être de plus en plus importants et on le voit à la lecture et au dire des congressistes. Ils n'arrêtent pas de le féliciter avant de commencer. Tout à fait. Ça fait plaisir puisqu'on voit que la recherche scientifique est toujours à la pointe chez nous aussi en Algérie à travers bien sûr ces différentes publications scientifiques et bien sûr les spécialistes qui y travaillent. Et je lui ai posé la question, je lui ai dit hier, je ne comprends pas comment à votre niveau vous êtes encore docteur et non pas professeur. Parce qu'il devrait être professeur, alors que moi, juste une parenthèse, dans certaines disciplines dans ce pays, il y en a qui sont professeurs, ils n'ont jamais écrit un papier digne de ce nom. Ça, on en parlera un jour. Mais sinon, on parle un petit peu de la recherche qui vous a aussi permis donc, de confronter votre science avec la science, bien sûr, des orthodontistes. Alors pourquoi il m'invite ? Parce que je suis devenu, paraît-il, un spécialiste du déséquilibre de la posture et des asymétries chez les populations anciennes, mais elle sert d'exemple aux populations contemporaines. À tel point que les vice-recteurs, le doyen, je pense, et même d'autres professeurs, ils m'ont dit ce que vous avez dit, on aimerait bien que ça soit enseigné dans la faculté de médecine, parce que c'est devenu une faculté de médecine d'orthodontie, faculté d'orthodontie, alors qu'elle était un département. Donc ça aussi, c'est important pour eux. Et donc, parce que j'ai présenté des cas, des exemples, sur, par exemple, des déséquilibres que l'homme debout va avoir avec, vous savez, on a une posture avec une force gravitaire, une attraction terrestre qui elle ne peut pas nous donner 50% sur les parties bilatérales que le corps humain compose. C'est vrai. Sur les pieds. Oui, il y a toujours un pied plus 48%, grand, 52%, mais jamais 50-50. C'est pour cette raison que vous avez des personnes qui vont tituber comme ça à droite à gauche ou même antéro-postérieurement. Et donc cette position, cette adaptabilité au sol va se répercuter par le bas sur les fonctionnalités physiologiques, musculaires et squelettiques sur l'ensemble du corps. Et donc on va avoir des déséquilibres descendants et des déséquilibres ascendants. Voilà. Donc tout ça, ça leur plaît pour leurs étudiants. Bien sûr. En tout cas, une belle communication, un bel échange entre deux mondes aussi différents, mais qui finalement se rejoignent. On a été ravis, en tout cas, de vous recevoir pour parler de votre participation à ce congrès. Vous allez rester avec nous, vous allez aussi vous imprégner, bien sûr, donc, de cette autre passion qui est celle donc, de la photographie. C'est donc un art aussi qui est donc de plus en plus apprécié par nos jeunes. Oui, non, d'abord, excusez-moi, mais je suis impressionné par ce que j'écoute sur ce plateau. J'ai l'impression d'avoir Indiana Jones en face de moi. Oui, c'est vrai. Le plus beau d'ailleurs. Vraiment, c'est formidable ce que vous faites. Merci à vous. Félicitations, vraiment. Félicitations. Voilà, c'est vrai. Indiana Jones, c'est tout à fait bon, avec le côté scientifique. Mais bien entendu, attention, c'est-à-dire que vous êtes mieux que Indiana Jones, ça c'est certain. En tout cas, vous êtes là aussi parce que vous êtes donc pas qu'un scientifique, puisque vous avez fait des études en informatique, c'est cela? En fait, en management, mais j'ai vite bifurqué vers Mais vous êtes aussi passionné par la photographie, n'est-ce pas? Absolument. J'ai fait, j'aime à dire, depuis 1 an et demi, j'ai fait une espèce de coming out artistique. Il n'y a pas grand monde qui le sait autour de moi, peut-être pas tous les membres de ma famille, mais je suis très bien avec ce processus où j'essaye petit à petit de dévoiler un peu une passion que j'ai longtemps enfuie au fond de moi. Et finalement, donc je sors du placard et j'essaye de montrer un peu ma vision d'Alger, puisque c'était le cadre de ma première exposition, c'était Alger mon amour.
d'amour, puisque en fait je suis originaire de Batna, mais j'ai vécu toute ma vie à la Grande Poste. Donc je passe mon temps, comme je voyage très loin, on me dit Ntamnin, vous êtes d'où? Et j'ai toujours cette réponse, je suis de Batna. En fait, la réalité, c'est que mes origines sont de Batna, mais je vis à Alger Centre. Et donc j'ai rendu pendant ma première exposition hommage à la ville d'Alger. Vous êtes un voyageur, vous êtes aussi un curieux de la vie et surtout sensible aux causes qui vous entourent, que ce soit la nature, que ce soit la nature humaine. Absolument. Je suis vraiment attiré par le fait qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux que je n'ai pas, donc j'en ai jamais eu, je tiens à le souligner, je suis très heureux comme ça de pouvoir partager et me connecter avec les personnes. Donc je suis quelqu'un de curieux de nature. J'aime aller vers l'autre et essayer de comprendre et d'essayer de voir le meilleur, essayer de tirer le meilleur de ce qu'il y a autour de moi. Et effectivement, j'ai été très attiré ces derniers temps par une cause particulière, en tout cas humanitaire. J'ai envoyé différents mails aux différents ambassadeurs que je remercie des Nations Unies et agences onusiennes ici à Alger pour leur proposer une mission pro bono et de me rendre dans les camps sahraouis pour pouvoir raconter des histoires, puisqu'il y a quelques semaines de ça, ils fêtaient les 50 ans déjà. Voilà, une photographie puissante à travers donc, votre cœur. Vous avez voulu justement partager déjà votre élan, bien sûr, vers cette cause, et vous vouliez que vos photographies parlent aussi au reste du monde. Absolument, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ayant vécu ici, bien entendu, comme la plupart de nos compatriotes qui sont là, nous sommes tous algériens, mais ce conflit, on le connaît, mais on ne le connaît pas en réalité. Donc quand j'ai commencé à solliciter les instances, on a voulu me donner des informations, et là j'ai dit à tout le monde, stop, je veux garder cette espèce d'esprit vierge vis-à-vis de ce qui se passe là-bas, pour pouvoir que mes photos puissent parler à l'ensemble des personnes qui vont les voir. Et effectivement, quand je suis arrivé, il y a eu ce fameux choc de la première photo, qui est une histoire très particulière et qui concerne les bouteilles de gaz, que j'aimerais vous raconter, qui est une histoire qui m'a un peu bouleversé, puisque quand je suis arrivé dans le camp d'Aoussef, j'ai entendu un bruit métallique quand j'étais dans les camps, qui démarrait, qui s'arrêtait, démarrait, s'arrêtait, je ne comprenais pas, je suis sorti du véhicule, et c'est là où je vois plusieurs personnes et plusieurs dames qui poussent du pied ces bouteilles de gaz dans des chemins très escarpés, et qui en fait, j'avais appelé cette photo la symphonie de la survie, puisque j'entendais partout ces bruits métalliques. Il faut savoir qu'une bouteille de gaz pèse 13 kg, vide, et qu'au retour, quand elle est remplie, elle pèse 23 kg. Et sans cette bouteille de gaz, il ne peut pas y avoir de cuisine, donc il ne peut pas y avoir de vie. Donc c'est assez impressionnant comme... L'Algérie vivait aussi comme ça, dans les contrées reculées aussi. Absolument. Ça existait. Mais aujourd'hui, vous avez voulu, à travers donc, votre photographie, votre objectif, raconter surtout la dureté donc, des camps sahraouis. Alors, il y a la dureté, mais il y a aussi... moi, je suis parti, pour être très honnête avec vous, pour aller faire, pour aller prendre de la photo, rendre hommage aussi au personnel humanitaire qu'il faut saluer. Alors vraiment, je les considère vraiment comme des super-héros. Il faut voir pour le croire qu'une personne qui est dans un bureau quelque part ici, qui est en train d'établir un plan, mais pour que puisse arriver tout ça dans les camps et arriver dans l'assiette de ces personnes, c'est assez hallucinant comme logistique humaine. Il y a une chorégraphie humanitaire qui se met en place, qui est assez impressionnante. Et en réalité, moi, je suis parti pour prendre des photos, et finalement, je suis revenu avec des leçons de vie. J'ai rencontré des personnes qui ont une dignité extraordinaire et une résilience d'exception. Vous dites regard de force tranquille. Absolument, oui, ça concerne... C'est incroyable. Oui, parce qu'en fait, tous les gestes du quotidien qu'on a ici deviennent un défi dans les camps, en fait. Juste un titre d'exemple, une dame que j'ai rencontrée qui est une danseuse, Oumelaïd, qui a passé plus de 50 ans dans les camps, elle en a 67, une dame avec une profondeur, avec un regard qui vous déstabilise. Et une résilience extraordinaire. Vraiment, et qui a en fait, pour eux, c'est très très important de pouvoir transmettre. Donc elle danse plus pour elle ou par passion, mais elle danse surtout pour transmettre. Parce qu'en fait, sans culture et sans... on n'a plus d'identité en fait. Plus. Voilà. Et je trouve ça assez impressionnant. Il faut leur rendre hommage à tous ces visages. Tout à fait. 4 portraits, 7 récits que vous racontez à travers vos photographies. Exactement. Donc il y a au total, j'aime beaucoup accompagner toutes mes photos par des récits, parce qu'il ne s'agit pas juste d'une photo. Alors bien sûr, il y a la technique, il y a la lumière, il y a le sujet qu'on met en valeur, mais aussi l'histoire. Alors on peut laisser bien entendu la personne qui regarde cette photo libre cours à ses émotions, mais l'idée aussi c'est de raconter une histoire. Tout comme celle de coach Mami, qui est un passionné de football, qui a malheureusement eu un accident de fracture et qui a laissé traîner ça et qui s'est
retrouvé amputé d'une jambe, donc il était un peu déçu. C'est un footballeur remarquable a priori. Et puis il me lance un défi avec ses béquilles dans les camps. Et puis moi j'ai dit, mais attends, tu vas voir, moi je vais pas me laisser faire. Et ben j'ai pas vu un ballon en fait. C'était quasiment de l'humiliation. Je lui ai dit, il va falloir arrêter un peu. Le chauffeur qui m'accompagne, il dit, viens prendre ma place parce qu'il est en train de rire. Et il s'est fait massacrer aussi. Et donc du coup, quand on veut, on peut. Non, exceptionnel. Donc il entraîne du coup les équipes de jeunes sur place avec ses béquilles. Il fait de la natation. Il m'a montré les vidéos. Il a une résidence extraordinaire. Il nous invite chez lui. Je rencontre sa maman. C'est celui-ci ? Absolument. C'est Kotsumami, un homme extraordinaire avec une résidence. Et puis je voyais cette photo que je vous ai pas transmise, je m'en excuse, qui concernait donc sa maman et donc son fils et son petit-fils. Donc je voyais ces trois générations qui m'offraient généreusement du thé dans le Khaïma Taham, et j'étais vraiment subjugué par leur générosité et leur résilience, vraiment encore une fois. Et puis bon, cette exposition a eu lieu, vous l'avez exposée donc au niveau de Intuition, ça s'est passé le 3 décembre. Exactement. C'est le jour de forte pluie. Exactement, il y avait une pluie diluvienne et je suis très content que tout le monde soit safe et qu'il n'y ait pas eu de soucis. Alors avant ceci, j'étais invité donc, au SRRP, c'est le Sahrawi Refugees Response Plan. C'est le plan que proposent les agences onusiennes aux donateurs et au gouvernement algérien sur le 2026 et 2027. Et c'est à cette occasion, au Saint-Georges, que j'ai présenté cette exposition éphémère pour sensibiliser toutes les personnes qui étaient présentes et leur raconter les différents récits. Et ensuite, le groupe Intuition m'a invité, et que je salue au passage, qui est une école de langue, Sofiane Chayeb et son épouse charmante Gaëlle Cooper, qui passent leur temps à mettre en valeur l'art. D'ailleurs, ils ont un centre culturel et je vous invite à vous y rendre en dehors de mon exposition. Parfait. Ce sont des gens exceptionnels. Donc, en tout cas, cette belle aventure humaine que vous avez pris part, ça vous a plus renforcé aujourd'hui avec l'humain, peut-être? Oui, alors j'étais déjà très sensible, mais effectivement, ça m'a bouleversé vraiment. Il y a un avant et un après. C'est une vision qui Vous êtes resté change. combien? Alors écoutez, j'étais invité à la base pour 5 jours. Donc on va à Tindouf, et de Tindouf, je devais aller pendant 5 jours. Mais tout le travail que j'ai établi, je l'ai fait en 48 heures. Puisqu'en fait, je suis tombé dans la semaine où il y avait le fameux vote du Conseil de sécurité. Et étant invité par les Nations Unies, il y a des normes de sécurité. Et la MINURSO sur place n'a pas voulu prendre de risques, même s'il n'y en avait pas vraiment, mais ce sont des règles de sécurité. Donc je n'ai pu accéder seulement pour 2 jours, mais suffisamment pour bouleverser ma vision, que ça soit, donc j'ai plusieurs chapitres, j'ai mis en valeur, donc enfin j'ai mis en valeur, j'avais pas besoin de moi, mais j'ai rendu hommage aux femmes qui étaient la colonne, qui est la colonne vertébrale des camps. De l'identité, du camp, de la transmission. C'est incroyable, les femmes sahraouis sont incroyables. On voulait juste savoir c'est quoi, voilà. Oui, en fait, parce que, et là, je m'adresse aux téléspectateurs en pensant que pour faire de la photo, il faut être des appareils sophistiqués. Voilà, exactement. En fait, moi, j'utilise un téléphone, donc un smartphone, et je l'équipe avec des objectifs. Donc, j'ai différents types d'objectifs qui me permettent de me rapprocher vraiment de qualité de photos assez pointues, dans lesquelles j'ai des photos qui sont imprimées sur 2 mètres. C'est des objectifs qui sont... C'est des objectifs qu'on rajoute. Autocollants ça fonctionne comme Non, en fait, on a une coque qu'on achète qui puisse accueillir ces objectifs. Vous avez différents types d'objectifs qui vous permettent aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez une meilleure authenticité avec le sujet. On peut être un peu timide quand on voit un gros appareil, un objectif, et comme tout le monde a un smartphone dans ses mains, donc ça rend la chose beaucoup plus accessible pour tout le monde et beaucoup plus rapide. En tout cas, merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir invité. J'espère que cette exposition va être une exposition itinérante, Inch'Allah. Eh ben, je le souhaite de tout cœur pour permettre à tout le monde d'en savoir un peu plus. Et puis vous reviendrez nous voir pour d'autres peut-être thématiques. Dans ce plateau avec une bonne humeur et toute votre équipe qui nous a très bien reçus. Merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle donc Himed Meguelati, vous êtes passionné par la photo. Merci en tout cas pour cette belle exposition et à très bientôt. Monsieur Hadjouis, à très bientôt également. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Restez avec nous, on va suivre tout de suite ce reportage signé donc, par notre journaliste donc, de la rédaction Info. C'est la 4e conférence donc, africaine des startups. On se retrouve juste après. Au cœur de la conférence, les startups occupent le devant de la scène. Qu'elles soient algériennes ou venues de pays africains, elles présentent des solutions innovantes dans des domaines variés. Intelligence artificielle, fintech, énergie ou mobilité intelligente. Pour ces jeunes entreprises, l'événement constitue un véritable tremplin. Il offre un accès direct aux investisseurs, favorise les partenariats et permet d'intégrer des réseaux d'innovation à l'échelle continentale. هذا تحول في الأفكار
Le numérique et l'innovation transforment nos sociétés. Nos startups peuvent façonner l'avenir de nos territoires et contribuer à la scène technologique mondiale. Ce congrès renforce la coopération entre pays africains et stimule le développement de projets ambitieux. Je félicite tous les entrepreneurs et jeunes talents. Grâce à eux, des idées deviennent réalité et l'Afrique affirme sa place dans l'innovation mondiale. Les collaborations se multiplient. Start-up algériennes et africaines développent des synergies inédites, portées par des besoins communs et des défis partagés. Numérisation des services, accès à l'énergie, agriculture intelligente ou cybersécurité. Les jeunes du continent et de la diaspora redéfinissent l'innovation africaine sur la scène mondiale. Mais ce potentiel ne peut s'exprimer sans un écosystème solide. Notre responsabilité aujourd'hui est de lever les obstacles, renforcer la coopération et créer les conditions qui permettent à nos talents de réussir. La transformation de nos sociétés passe par l'entrepreneuriat qui apporte des solutions en finance, santé, éducation et mobilité. Pour soutenir cet élan, nous avons établi 4 priorités. Créer un cadre réglementaire favorable, investir dans la recherche et le capital humain, attirer les innovateurs pour tester de nouvelles solutions et renforcer la coopération, notamment avec l'Algérie. Les talents présents aujourd'hui confirment que l'Afrique avance vers un avenir porté par l'innovation. Avec la montée en puissance de l'intelligence artificielle et des technologies émergentes, ces jeunes entreprises jouent un rôle clé dans la modernisation des économies africaines. Alors je pense que ce qui attire l'investissement aujourd'hui dans les startups africaines, ça va être des business models plus innovants, puisqu'on doit s'adapter à un nouveau terrain, un nouveau territoire, mais également surtout le marché qui est présent aujourd'hui, qui est assez énorme en termes de démographie, une population très jeune qui est très demandeuse aussi, et surtout une industrie qui est en pleine transformation. Donc on sait que les besoins sont présents, et surtout un besoin de territorialisation et d'ancrage de ces solutions dans les réalités africaines. Donc, ce qui va attirer ces investissements. On attend beaucoup de choses. Déjà, cet événement, comme je l'ai tantôt dit, nous permet d'avoir cette visibilité-là, montrer que voilà, qu'il y a des choses à faire dans le secteur de l'éducation en utilisant le numérique. Et cet événement est un excellent moyen pour démontrer cela. Et nous attendons aussi d'avoir des partenaires qui puissent nous aider à avoir vraiment cet impact que nous cherchons à avoir dans le domaine de la EdTech. Matcompost, c'est maison d'accueil et de traitement du compostage. C'est une transformation des déchets de fientes de poulet en biofertilisant. J'ai vu qu'aujourd'hui, en tant que jeune entrepreneur, on a vu que l'importation des engrais chimiques a un effet négatif dans notre santé, dans l'environnement. Et en tant que jeune, on a eu l'idée de faire l'innovation, de la créativité, en transformant les déchets de fientes en biofertilisants, engrais naturels 100%. Donc c'est une innovation que nous aimerons vraiment diffuser au niveau de l'Afrique, du Sénégal et dans le monde entier. L'African Startup Conference s'affirme ainsi comme un espace décisif pour révéler les talents, encourager la création d'entreprises innovantes et construire un avenir numérique ambitieux pour le continent. Voilà, un rendez-vous très important bien sûr pour l'avancée bien sûr de la recherche et surtout rencontrer donc de belles personnes et de belles personnalités qui font avancer bien sûr l'économie ici en Algérie. Eh bien, nous avons le plaisir de retrouver comme chaque dimanche matin Fella Bnour. Bonjour Amel. Comment ça va? Ça va très bien. Très bien. Les Algériens? Un peu un problème avec la voix, mais ça va. Ça va, ça va. Avec votre tisane du matin, ça va? Bah oui, sinon je ne vais pas m'en sortir. Exact. Eh bien, on a le plaisir d'avoir un invité de marque ce matin. Exactement. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Imad Gennoun. Marhaba. Bienvenue. Bonjour. Bienvenue parmi nous, Marhaba Bik. Imad Gennoun qui vient de Londres et qui est installé à Londres. Et qui est chercheur, spécialiste dans l'éducation plutôt. L'éducation entrepreneuriale et aussi dans l'IA dans l'éducation. Donc, qui a plein de titres, hein, c'est-à-dire qu'il a fait énormément de choses depuis son début de parcours, n'est-ce pas? Un peu. Il est passé par l'université d'abord algérienne. J'ai fait l'ESC, j'ai fait un produit brut de l'université algérienne. J'ai fait l'école supérieure de commerce, à l'époque c'était à Tefoula, maintenant c'est à Cléra. Et c'est une excellente école et tout ça. Je suis le prototype type d'un Algérien qui a continué. J'ai eu une bourse parce que j'ai terminé ma jour de promo, j'ai eu une bourse, je suis parti à l'étranger, j'ai fait un master et mon PhD. Voilà. Oui. Et puis ça continue. À Londres, il est passé par l'université allemande, par l'Italie, l'Espagne. Voilà.
Et maintenant, il y a un retour vers l'Algérie pour encadrer les jeunes porteurs de projets, c'est ça? Tout à fait. On peut dire qu'il est presque citoyen du monde à travers donc, son parcours. Je suis citoyen du monde et je suis fou amoureux de l'Afrique. En fait. Oui, c'est clair. Oui, on l'a senti à travers vos différentes formations. Voilà. Aussi, c'est toujours l'Afrique qui vous appelle et qui vous attire. Eh bien, tant mieux. Et Imad qui participe à la quatrième conférence africaine des startups. Justement, dans les informations que je donne aujourd'hui, on va commencer avec cette conférence qui a été ouverte hier en présence du Premier ministre Sifi Gharieb et Madame Sarah Malika Haddadi, qui est vice-présidente de l'Union africaine. Et aux côtés du ministre du Rwanda, parce que Rwanda qui est l'invité d'honneur, ministre des technologies de l'information et de l'innovation, Rwanda qui est un exemple aussi, un excellent exemple dans le domaine des startups. Des startups. Donc, je ne sais pas si on est en train de voir les images et on voit justement Madame, vous l'avez citée, Madame Haddad, c'est ça? Madame Haddadi. Madame Haddadi, vice-présidente de l'Union, de la Commission africaine. Voilà. Et pour aujourd'hui, il va y avoir, justement, Imad va y participer, il va y avoir la journée de la diaspora, organisée par le secrétariat d'État chargé de la communauté nationale à l'étranger, en présence du secrétaire d'État Sofiane Chayeb, et il sera à ses côtés le ministre des startups, Monsieur Wadah. Donc c'est prévu aujourd'hui, donc ça commence normalement maintenant, en ce moment. Oui, vers 9h30. On va vous libérer dans un moment, vous allez pouvoir y aller. On va y aller ensemble d'ailleurs. Et il va y avoir tout un programme, des panels. Il sera question bien sûr d'entrepreneuriat, de start-up, mais surtout de financement. Le nerf de la guerre. Donc c'est vraiment les financements, les mécanismes pour renforcer l'écosystème et impliquer davantage les entrepreneurs, les investisseurs. Et il y en avait beaucoup, une grande participation de nos Algériens. C'est un record cette année. 2500. Voilà. 2500, c'est ça. Oui, c'est ça, 2500. Et 40 délégations étrangères. Et ce qui est remarquable, c'est en plus des exposants dans tous les domaines de l'innovation, et c'était excellent. Déjà hier, les discussions entre entrepreneurs a déjà commencé pour trouver des partenariats et des terrains pour encore élargir les investissements. Mais elle pourrait peut-être, Imad, nous parler de ce tissu ou de l'écosystème, parce qu'il est en plein dedans. Il accompagne les porteurs de projets au niveau des universités algériennes. Avec le groupe Diaspora. Oui, avec l'association qui est présidée par Faisal Kadour, qu'on salue ce matin. Faisal, qu'on salue, Faisal, Samia, Yassine, Issa, Yes, Hamza, qui font un excellent travail. En fait, on est bénévole aussi, on vient, l'Algérie nous appelle, on réserve. On est là, on est toujours là, on a fait Tlemcen. L'année passée, on a fait Bebzoua, on a fait Tlemcen. Je suis revenu Tlemcen pour l'Afrique aussi. Et voilà, il y a... Sur l'entrepreneuriat. Sur l'entrepreneuriat. Il y avait mondial. Oui, voilà, il y avait l'Entrepreneuriat Week. C'était la semaine de l'entrepreneuriat entre le 19 et le 23. Oui, voilà. Après, je suis revenu pour j'ai fait ce qu'on appelle une olympiade de AI dans l'innovation avec l'université, l'Institut africain. Qui est présent à l'université de Tlemcen encore, donc et j'ai décidé de prendre avec moi mes étudiants de Bebzoua parce que je les chapeaute, parce que je crois vraiment que, c'est-à-dire l'interaction entre les étudiants eux-mêmes va drainer plus de savoir, il y a plus d'échanges et tout ça. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. On le voit à travers les différentes universités. Il y a énormément de clubs scientifiques qui prennent une trajectoire extraordinaire. Voilà, j'ai eu l'honneur de voir Tlemcen qui font des trucs extraordinaires. D'ailleurs, ils ont avec les entreprises. Voilà, il y a Ryan et le groupe Yanova. J'ai oublié la fille, pardon, Ryan et Yala, je pense, le groupe Yanova qui ont reçu le président de la République, qui les a félicités.
Ils ont une start-up dans la cybersécurité. Il y a Inti-Motion que je salue qui font des trucs extraordinaires. Oui. Qui sont présents à la conférence. Qui sont présents à la Ils conférence. exposent. Tlemcen aussi qui expose. Oui. L'USTHP que j'ai l'honneur de travailler avec eux qui font des choses extraordinaires. Je les appelle mes enfants. Rami. Je te comprends. Quand je forme, c'est comme ça. On est bienveillants. Voilà. C'est Rami, Younes, Anas, Mohamed. Vous avez toujours occupé des postes dans l'encadrement, justement. J'ai toujours occupé des postes d'encadrement, mais honnêtement, je vais être vraiment honnête. Je ne m'attendais pas, parce que moi je fais ça depuis longtemps, parce que je suis directeur de l'incubateur. Je crée des incubateurs universitaires. En Angleterre. En Angleterre, et je fais partie, je suis le vieux, je suis fondateur de tout ce qui est entrepreneuriat universitaire. Oui. Mais je suis venu, j'ai vu tout ce que les Algériens peuvent faire, et ce que j'ai dit tout à l'heure dans les coulisses là, à 20 ans. Par exemple, je prends l'exemple de Rami hier que j'ai vu, que je salue, je l'ai vu dans un café, j'étais en train de faire sa stratégie, on a fait une stratégie marketing que moi, comme marketeur, j'ai du marketing, je prends 18 mois pour faire et lui, il le fait une soirée, c'est extraordinaire. Pourtant, il est ingénieur. C'est incroyable. Quand je dis, comment on dit chez nous, hétéro. Franchement, il y a une jeunesse algérienne qui est là, qui est extraordinaire. Et je saisis cette occasion pour dire que il faut être vraiment positif. L'Algérie, c'est un marché qui est vierge, qui est ouvert. Il y a beaucoup de volonté politique et économique que les startups fassent. Ils jouent un très grand rôle pour drainer. Les dispositifs sont là. Exactement, les dispositifs. Mais il y avait, quand j'étais à Tlemcen, il y avait le Chemseddine, que je salue aussi, le représentant du ministère de l'Innovation, qui était là, qui a montré tout ce qui est financement. Vous parlez de financement et tout ça. Donc, l'ESDA qui le fait, par exemple. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont là, c'est-à-dire saisissez l'occasion. Vous ne pensez pas justement que c'est aujourd'hui plus de facilitation pour cette génération qui est une génération high-tech. Aujourd'hui, il y a l'IA qui a pris énormément de place dans l'univers de la recherche aujourd'hui. Il y a beaucoup de choses qui sont à l'Algérie et je dis honnêtement par rapport à l'Angleterre, moi je vois mes étudiants, je dis il y a toujours le même problème. C'est toujours le même problème que les étudiants. Et il y a parfois les gens me disent en Angleterre et tout ça. Non. Les étudiants ont exactement les mêmes problèmes, ils ont moins de financement parce qu'ils doivent trouver eux-mêmes les financements. Moi, chaque fois quand je pars dans un incubateur, ils me posent les questions à dire comment vous êtes financé. Je leur dis on doit nous chercher. Par contre, l'Algérie, il y a l'État. Il y a l'État qui donne, l'État qui subventionne. C'est des choses extraordinaires. Mais il faudrait noter ça. Il faudrait noter aussi qu'on a étudié gratuitement. Moi, quand je dis à mes étudiants, j'étudie gratuitement. Moi, mes étudiants, quand ils terminent leur cursus universitaire, ils terminent avec des dettes. Ici, ils ont la chance. L'accès au savoir. L'accès au savoir. Ils ont des gens de l'étranger qui viennent. Ils peuvent faire des stages. Il y a beaucoup de stages. Il y a des gens qui sont partis au Japon. Il y a des gens qui sont partis à la Corée du Sud. Il y a des gens qui ont fait les États-Unis. Le ministère de l'Innovation aide. C'est-à-dire saisissez ça. Au lieu de penser à partir à l'étranger, émigrer, non. Le futur est là. L'Europe est saturée. Vous savez, on ne va pas faire de la politique, mais avec la remontée de l'extrême droite partout au monde. Vous visez sur l'Afrique, justement, le futur pôle le plus innovant aujourd'hui, c'est le pôle africain. Bien sûr. L'Afrique est... Vraiment, et il y a mes étudiants aussi africains qui sont là, qui sont en train d'exposer aussi. J'ai vu des trucs surtout, pardon pour le mot, l'Europe a l'habitude d'utiliser l'Afrique pour dumper, pour leurs trucs, pour jeter leurs ordures, pour la pollution et tout ça. Il y a beaucoup de solutions, Il y a que les étudiants, par exemple, de Tlemcen ont proposé de convertir la pollution, les déchets, les convertir en énergie. Voilà, en énergie, mais en plus d'argent, générer de l'argent. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'exemples, en tout cas concrets. Tu es toujours là avec grand plaisir. Tu as reporté 2 fois ton retour. J'ai reporté 2 fois mon retour. Et honnêtement, il devait déjà être à Londres en ce moment. Ça fait mon directeur, je pense qu'il a perdu espoir. Il m'a dit tu viens quand? Tu vas revenir ou pas? Tu vas rester? Je lui ai dit honnêtement, je prends grand plaisir à voir cette jeunesse-là. Et franchement, discipliné, à l'écoute, très créatif. Très créatifs, qui connaissent... Audacieux dans le bon sens. Audacieux, respectueux aussi, respectueux, qui prennent les consignes. Ils étaient là, ils ont fait un travail extraordinaire. Ils sont assoiffés de savoir. Assoiffés de savoir. Voilà, le feedback et tout ça. Et il faut juste les accompagner. Ils sont là, ils sont à l'écoute, ils partagent, ils t'envoient un message très tard le soir sur WhatsApp. Et si je vais exploiter ça, mais bon, moi je leur dis toujours, moi j'ai un code que j'ai mis toujours dans mes emails, failure is a success. C'est-à-dire un échec
c'est un succès en lui-même. C'est clair. Un échec, ça nous apprend toujours. C'est une leçon de vie aussi. Bien sûr, si on n'a pas d'échec, on ne va pas apprendre aussi. S'accrocher. Voilà, mais il faut aimer ce qu'on fait. Moi, j'ai décidé de partir dans l'océan parce que j'aimais ça. Et je pense qu'on doit briller. Quand on fait un truc, soit on le fait, soit on ne le fait pas. Et je dis toujours, ce que j'ai dit aux entrepreneurs, si vous voulez être milliardaire du jour au lendemain, c'est pas d'être entrepreneur aussi. C'est pas du jour au lendemain que vous allez devenir truc. C'est penser à la communauté. Moi, je suis très communautaire. Je saisis cette occasion. J'ai une association à Nantes qui s'appelle National Algeria Center et National Africa Center / parce que j'aime beaucoup l'Afrique. On est africain. On aide les Algériens, les étrangers, même les Anglais, tout ça, pour distribuer les colis de food parcel. Voilà. De nourriture durant les grands froids, par exemple. Et je pense qu'être entrepreneur, c'est travailler pour la communauté. C'est pas. Et ce que j'ai dit toujours les trucs à mes étudiants, je dis, il ne faut pas être shark, il ne faut pas être un requin. Dans le truc, il faut savoir. Non, mais la vie, c'est donner, recevoir. C'est ça. C'est penser à l'humanité aussi. Voilà, c'est donner à recevoir et c'est penser. Et je pense avec les SDGs, avec les Sustainability Goals maintenant, avec les Nations Unies, Sustainability Goals, il y a beaucoup de trucs. C'est pour ça que j'ai dit aux étudiants, utilisez les trucs des Nations Unies pour faire valoir vos projets parce que vous pouvez mettre en exergue. Non, mais aujourd'hui, les jeunes savent, en tout cas, trouver des opportunités. Ils vont vers l'opportunité. Ils ne s'arrêtent pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vrai que l'informatique a bouleversé aujourd'hui la vision de nos étudiants aujourd'hui. Oui, mais le truc le plus important, c'est de leur donner de l'importance aux jeunes. Moi, quand je parle, c'est-à-dire, je les valorise. Oui, c'est bien. Ils aiment bien être valorisés, c'est-à-dire, ils sentent leur présence, leur personnalité, considérer personnalité. Et comment dire en anglais, empower, donner de l'importance. Et je pense que la conjoncture actuelle le permet aussi. Il y a beaucoup d'ouverture dans ce sens. Dans les deux sens, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes qui viennent encadrer d'autres jeunes ici, il y a un échange, on apprend en même temps des choses les uns des autres. Et en parlant d'étudiants, justement, la semaine dernière, il y avait une rencontre à Paris, au consulat en France, une rencontre Bridge Challenge, qu'on appelle Bridge Challenge, qui est organisée. C'est une rencontre par visio à laquelle a assisté le secrétaire d'État Sofiane Chahib et M. Wadah, le ministre aussi de l'économie, de la connaissance et des startups. Elle était organisée par les étudiants algériens. L'association s'appelle l'association étudiants et cadres algériens. Et il était question justement de parler d'entrepreneuriat, de projets. 7 projets ont été présentés lors de cette rencontre. On va voir les images peut-être. Ouais, on en voit, voilà. Ouais. Donc 7 projets ont été présentés et à l'occasion, d'ailleurs, le secrétaire d'État chargé de la communauté nationale à l'étranger a annoncé la digitalisation du passeport. Ouais, donc il va être un petit... qui est prévu plus rapide. Qui est prévu. Voilà, on voit les images qui concernent cette rencontre. C'est le secrétaire d'État. Et voilà, donc c'est une nouveauté. La digitalisation, oui, qu'on attend. Donc tout ça, c'est pour faciliter un petit peu aussi toutes ces démarches administratives. Donc tout est fait de façon à ce que les choses soient plus simple et plus facile. De ce côté-là, en Algérie, les services de l'état civil au niveau des affaires étrangères ont lancé une plateforme de rendez-vous pour justement alléger la charge qu'il y a au niveau des guichets et tout ça. Tout ce qui concerne l'état civil au niveau de l'état civil, non, ici à Alger, au niveau des affaires étrangères, du ministère des Affaires étrangères, quand il s'agit de documents qui concernent les Algériens établis à l'étranger ou la légalisation de certains documents, il va falloir aller sur une plateforme de prise de rendez-vous qui a été lancée le 23 novembre, donc elle est déjà opérationnelle et il faut juste y aller pour prendre un rendez-vous. Et c'est très fluide de cette manière, parce qu'il y a toujours une demande quand même assez forte importante au niveau des guichets.
Autre chose qu'a lancé aussi le ministère des Affaires étrangères, c'est les consulats mobiles. Donc, et ça, c'est extraordinaire parce que ça permet, par exemple, aujourd'hui, dimanche, il y a un consulat mobile pour les habitants, pour les Algériens qui habitent Rennes. Et c'est le consulat de Nantes qui va vers Rennes aujourd'hui pour, par exemple, dépôt de dossier de passeport ou autre. Il suffit juste, pour les consulats mobiles, il suffit d'aller régulièrement sur les sites des consulats pour voir les dates. Parce qu'il faut s'inscrire au préalable pour bénéficier de ce service, j'allais dire à domicile. Parfait. Voilà. Parfait. Donc, c'est à peu près ça. On termine avec ça, c'est beaucoup de facilité aussi. Hein. On voit beaucoup d'évolution. En fait, honnêtement, je pense qu'il y a une nouvelle génération de consuls aussi qui sont très à l'écoute. Très terrain aussi. Très terrain aussi, très humble. Notre consul à Londres est extraordinaire. Franchement, il fait beaucoup de rencontres. Il y a beaucoup d'échanges. Il y a aussi beaucoup de consulats mobiles aussi. Il y a eu Birmingham, Manchester récemment. Régulièrement, il y a les consulats mobiles. En plus, un dimanche. Je pense qu'ils ont reçu aussi une directive du président de la République d'être à l'écoute, de recevoir. Ils sont à l'écoute. Voilà, donc maintenant, je me dis, ça fait 15 ans, 20 ans, c'était impossible de voir un consul. Maintenant, je demande à voir le consul, il descend, il vous parle. Non, il y a quand même il y a un échange, il y a une nouvelle génération, il y a une nouvelle. Je pense que c'est un autre écosystème. C'est ça l'Algérie à l'écoute. C'est à l'image aujourd'hui du monde qui bouge énormément et rapidement. Donc il faut être bien sûr à la page. On va aller. Si jamais tu passes par Milan avant d'aller à Londres, il y a la foire en ce moment de Milan, un rendez-vous incontournable bien sûr, mais cette année c'est encore plus fort. Il y a une centaine d'entreprises dans l'artisanat, dans l'entrepreneuriat de l'art. D'abord, le salon s'appelle Artigiano, j'espère que je prononce bien, Artigiano in Fiera. C'est un rendez-vous, j'espère que je prononce bien l'italien. Donc, il y a une centaine d'entreprises, je disais, qui prennent part à cet événement. Il y a 1000 mètres carrés. Et donc, c'est un événement qui a démarré hier et qui se poursuit jusqu'au 14 décembre. Donc pour les Algériens qui habitent l'Italie, Milan d'abord, et puis l'Italie, il y a une panoplie de savoir-faire. De savoir-faire. Algérien, magnifique. Il y a la qualité et l'excellence qui est exposée à Milan par nos Algériens, nos artisans algériens qu'on salue et qu'on encourage bien sûr pour tout ce qu'ils font. Parfait. Et je termine peut-être avec cette information. La distinction qui a été attribuée au professeur Abdelrazak Bouchama. On parlait d'excellence et d'université algérienne. Natif de Constantine, il est lauréat du prix international de l'UNESCO Guinée équatoriale dans les sciences de la vie. C'est une distinction très importante. Le professeur Abdelrazak Bouchama, qui a fait l'université algérienne, qui est passé par l'Europe, puis l'Arabie Saoudite. Il est installé actuellement, il est directeur du département de médecine expérimentale à Riyad, plutôt, en Arabie Saoudite. Il a été médaillé d'or au 50e Salon international de Genève en 2024 pour son brevet sur l'hypothalamus. L'hypothalamus artificiel, l'hypothalamus. Je me suis documentée un petit peu. Le cerveau, je ne connais pas. Le cervelet. Oui, c'est le lien entre le cortex, je crois, et le système nerveux et l'endocrino, le système endocrino. Oui. C'est là où toute la matière grise. Non, c'est la zone qui contrôle la température corporelle et l'essence. Donc, il a été primé pour ça. Parfait. Et on salue toutes nos compétences qui sont ici, qui sont de l'autre côté, et on est fiers d'eux. Parfait. Voilà. Merci beaucoup, Fina, pour toute cette actualité. Et puis, on remercie aussi Imed, Gnen. On a été ravis de le recevoir. Très humble, très ouvert sur, bien sûr, la recherche et sur tout son pays. Permets-moi de t'offrir ce livre, Réussir le transfert technologique, guide pour les pays en développement. Voilà. Je suis ravie de te l'offrir. Voilà. Merci beaucoup. J'ai un livre, voilà. Voilà, avec je salue ta maman.
qui t'accompagne partout. Oui, ma mère qui m'accompagne partout. On l'embrasse par la même occasion. Farida. Eh ben, parfait, On l'embrasse. Merci beaucoup, donc Rimed, à très bientôt, bonne chance. Et puis on vous laisse partir à la conférence, bien sûr, africaine des startups. Et puis nous, on continue, bien sûr, notre émission à la semaine prochaine, Inch'Allah. Et puis quant à moi, je vous dis donc tout de suite sur ce sujet, c'est la saison touristique saharienne qui commence. Je vous invite à suivre ce reportage, on se retrouve juste après. Au cœur du massif du Hogar, berceau millénaire de la civilisation Mohawk, s'étend l'un des plus beaux trésors naturels du sud algérien. Ici, d'innombrables tribus touaregs ont laissé leurs empreintes. Entre tradition, spiritualité et paysages d'une rare beauté, aujourd'hui, notre destination est Laskrem, un lieu mythique considéré comme l'un des circuits touristiques les plus emblématiques de la région. Le chemin est difficile, accessible aux dromadaires les plus agiles ou aux véhicules tout-terrain capables d'affronter les reliefs escarpés. Mais au fil des kilomètres, chaque virage offre un décor nouveau, presque irréel. Au sommet, la récompense est unique. Un coucher de soleil parmi les plus spectaculaires du Sahara, un moment suspendu que seuls les visiteurs du haut plateau de Laskrem peuvent admirer. Cet endroit est magnifique. L'Algérie regorge de paysages aussi sublimes que celui-ci. Il faut gravir le sommet à pied pour admirer la splendeur du coucher du soleil et des montagnes environnantes. Le Tassili Najer constitue de véritables musées à ciel ouvert, des destinations uniques qui font rayonner le tourisme en Algérie. Ces paysages semblent appartenir à une autre planète, là où le sable se mêle aux formations rocheuses sculptées par le temps, offrant aux visiteurs des tableaux époustouflants. Ces paysages sont incroyables, je ressens une joie immense, cela me réchauffe le cœur, je suis ravi d'être ici. Dans le Hogar, destination touristique par excellence, culture et histoire se conjuguent pour offrir aux visiteurs une parenthèse d'émerveillement. Un lieu incontournable qui promet cette année encore une saison touristique réussie. Magnifique, des images magnifiques et surtout cette musique qui nous transperce bien sûr et qui nous fait voyager à travers le grand sud algérien. Tamanrasset, on arrive, j'espère qu'on sera bientôt avec vous pour pouvoir aussi partager de belles choses avec nos téléspectateurs. Eh bien, on a le plaisir de retrouver Yazid et Mahidine comme chaque dimanche matin. Tu peux nous faire un petit spot comme ça Spot. Tamanrasset, c'est l'enchantement. Tamanrasset, c'est l'enchantement. Oui, peut-être. C'est plus que l'enchantement, surtout le coucher du soleil. Oui, le unique, du soleil. unique Oui, au monde. Unique, oui. C'est comme à Janet. Oui, c'est le moment d'ailleurs. Je vous raconte une anecdote. Quand j'étais à Janet, on est allé faire des reportages. On m'a dit vite, vite, viens voir le coucher de soleil. Le temps de monter, ça y est, c'était fini. Je me rappelle de la galette. De la galette, voilà. La tegla, voilà, je me rappelle de la tegla. C'était magnifique aussi, une très belle expérience. Oui, avec cette vapeur, cette galette qui est cuite dans les cendres sous le sable. Et puis actuellement, le Sahara et le Sud devient pratiquement des adresses vraiment à ne pas rater. Notamment, il y a des événements à Drars pour le théâtre. Cette année, le Timimoun. Il y avait le cinéma. Actuellement, c'est le Festival international du tourisme saharien. Et puis, Tamanrasset. Il va y avoir le festival aussi de la musique du Sud. Ouais. Ah oui, je sais.
tu seras sur place. Inch'Allah. Voilà. Donc, cette fois-ci, ce qui vous a marqué, Yazid, ce qui t'a marqué, Yazid, cette semaine? Oui, ben, So déjà. So. Oui, on y va. On y attend va. So. On attend le jingle. On y va. Et sans plus tarder, nous allons commencer par le cinéma, puisqu'il y a le Festival international du film d'Alger, et avec le pays d'honneur, c'est Cuba. Oui. Et donc, je vais donner quelques dates par rapport au programme d'aujourd'hui à la salle Ibn Zeydoun. Donc, il y a à 14h, Bino Bin, il y a le film Apollon le jour de Turquie, donc c'est un film turc. Il y a également Passing Dream, c'est un film palestinien, donc à partir de 19h. Et à 21h, il y a le Gala Panama Algérie chronique des années de Brest, un film palestinien. Et pour la salle Cosmos, à 13h, il y a le Black Panthers, les Black Panthers of Algeria, c'est à 13h. Un film tunisien, Al-Hafa, de Age, donc à 15h. À 18h, Gardien de nuit, c'est un film algérien. Puis Southern Remember Me, c'est un film français, donc ça parle du Soudan. Et puis à Just Municipal Theatre, donc au théâtre municipal d'Alger, il y a Veritas, c'est un film algérien, donc à 10h. Back to Town également, The Lovers of Algeria. À 14h, à la Cinémathèque, il y a Indonesia, donc Innocent, c'est un film cubain. Et Salem, c'est un film uruguayen, donc qui passe à 19h à la Cinémathèque d'Alger. Donc soyez au rendez-vous, il y a des films très intéressants. Oui, et il y a différents lieux. Ce qui est intéressant cette année, c'est que vous avez cité quelques titres donc, de films pour ceux qui auront retenu, tant mieux. Mais sinon, il y a aussi une plateforme qui permet aussi à tous ces amoureux donc, du cinéma, 7e art, de pouvoir aussi choisir, bien sûr, les lieux et les films qu'ils voudront voir. Oui, il y a eu aussi des masterclass avec Asri Bellel donc sur l'écriture du scénario. Il y a eu ce grand moment donc, de cinéma avec l'ouverture avec Triomphal, avec ce film sur les plongeurs du désert, donc, avec tout l'orchestre donc l'orchestre national. Vraiment, c'était très magnifique avec l'ouverture de ce festival international du film d'Alger. Donc, si je te demande de voir cette photo, oui. Ça te dit quoi? Ben, je vois déjà deux poules, des fleurs, beaucoup de couleurs. Enfin, c'est un styliste, un grand styliste finlandais, une grande styliste finlandais, Maya Sofia Isola, et elle était à Aintork en Algérie. Elle connaissait un Algérien, Aintork, et elle est tombée amoureuse, puis ils se sont connus, il lui a offert le poulet. Il lui a offert il s'en a donc à Aintork, et elle a intégré ce poulet dans les motifs c'est une grande designer, Miri Miko, c'est très connu donc en Finlande, c'est une grande... C'est un tissu donc. Oui, c'est un tissu, et puis elle a intégré carrément donc le poulet algérien. Le poulet algérien dans les motifs, vous voyez que c'est chatoyant, avec les fleurs, avec les couleurs, etc. Et c'est devenu un motif important dans le style. Comme quoi, l'amour fait plein de choses. Absolument. Donc, il lui a offert ce poulet et elle l'a intégré dans la. Comment dirais-je? Voilà. Donc c'était. Et puis hier, c'était la fête nationale de la Finlande. Donc c'est pour ça que je me suis dit qu'il y a quelque chose. Bon, il y a Mohamed Diab, à chaque fois on en parle, mais là j'ai trouvé un élément qui relie les deux pays, donc à travers ce Mérimiko, donc cette mode. Et puis passons en handicapé, puisque il y a ce qu'on appelle le Cibatlan. Le Cibatlan, c'est tous les laboratoires dans le domaine donc, de la robotique qui essayent de trouver des solutions pour l'inclusion et pour faciliter aux handicapés donc, la vie de tous les jours, comment ils peuvent se mouvoir dans la société. Voilà, donc, par rapport à... Voilà, donc il y a... la revue Sciences et Avenir revient sur ce qu'on appelle le Cibatlan. Il parle un peu de toutes les nouvelles technologies en service, bien sûr, de ces personnes en situation de handicap. Absolument, qui permettent aux handicapés d'être de plus en plus inclusifs dans la société. Et toi,
soit à travers des robots, donc à travers la robotique et l'intelligence artificielle. Et pour terminer, nous avons... Parce que c'était le 3 décembre, c'était la journée mondiale aussi, de l'handicap. Tout à fait. Et pour terminer, donc, je vous laisse avec ces images, avec cette vidéo donc, des années 60, avec Yeddin Bentir, donc il tournait... Avec son scooter. Avec son scooter. Donc, Vespa. Voilà, c'est juste pour faire un clin d'œil à Yeddin Bentir, qui nous regarde souvent. On le salue. Et puis, longue vie à Yeddin Bentir. Et je vous laisse avec cette belle vidéo. Séquence, voilà. Eh ben, on va remercier donc, le téléspectateur. ملبوس الرعا حبط سيدي بالنور والله تحويسها به الزهور راني كيف كل فنان انغني وقلبي فرحان خديت وردة من داك البستان هي هدية الأسمهان هيا يناديك بسكوتار ونحوسه بك الجزائر أنا نتمنى لك غير الخير ونفرفر بيك ونطير Belles images en noir et blanc. Oui, il nous a montré quelques raccourcis pour reprendre un petit peu Mustafa Bacha, comment remonter, etc. Ouais. Et puis il faut rappeler que lui-même a témoigné par rapport à ce clip, qu'en fait, à un moment, il a été chargé par le Hachmi Chérif, qui était officier de l'ALN, de transporter des armes dans ce scooter. Dans cette fameuse Vespa. Pour les remettre à la Wilaya 4. Donc il a été vraiment... Lui qui était à l'époque un artiste, c'était lui qui avait fait donc, le logo donc, de la télévision algérienne. Mais avant, il chantait, il faisait des spectacles au niveau donc, de la télévision algérienne. Il était décorateur. D'ailleurs, la dernière fois, il m'en a parlé de ce document sur par rapport au décor. Par rapport au décor et par rapport à un drama qu'il a réalisé, etc. Oui. Donc, pas mal de travail qu'il a fait sur les corsaires, en fait. Il a fait un travail sur les corsaires. Et c'est lui qui a monté, tout le décor, le bateau, etc. Et tout. Il en a parlé. Et puis, Et bien sûr, il était prolifique en matière donc, de musique. Hein. C'était un peu celui qui a repris un peu cette tradition du musical, du cha-cha-cha, de la rumba, etc. Et cette fameuse photo qui a fait le tour donc, de l'Algérie avec cette femme en hayek sur un Vespa, aussi, c'était lui? Oui, je pense. Probablement. De toute façon, lui, c'est quelqu'un qui était... il a écrit pas mal de poèmes aussi sur la Palestine, contre le racisme. Il était vraiment... passionné. Oui, il y est toujours. Donc, il essaie toujours d'apporter plus, que ce soit par rapport à la diaspora algérienne en France ou par rapport ici. Il était un sportif aussi. Il a fait aussi... il a été premier dans pas mal de courses, etc. Et la chanson qu'on aime? Ana ya Bouhali, qu'on repassait souvent dans Bonjour d'Algérie, qui nous mettait du punch le matin. En tout cas, on dédie donc cet extrait, bien sûr, vidéo que vous nous avez rapporté, spécialement pour tous les amoureux, en tout cas, donc des archives aussi, parce que nous en avons plein, des archives.
Ça sera séquence nostalgie pour aujourd'hui. Voilà, séquence nostalgie, Bahidine Battir. Bahidine Battir, voilà. Bonjour Bahidine Battir, voilà. Merci beaucoup Yazid. Merci Abel. Donc à dimanche prochain. Dimanche, on continue bien sûr notre programme. Juste après le Bonjour d'Algérie, vous suivrez bien sûr l'instant matin avec Marie Moussaïd et son invité. Quant à moi, je vous dis merci beaucoup de nous avoir suivis. Excellente journée à vous tous. On continue à suivre les programmes de Canal Algérie. Merci à toute l'équipe de la Régie 7 et on se donne rendez-vous dès demain à 8h. Au revoir. هذه حمامة ولا غزالة ولا عيوني بزينها سكروا حين سألت جاوبوني وقالوا لا فارس صعيب الحبيب هيدبح بالسيوف شفارو حين سألت جاوبوني وقالوا لا فارس صعيب الحبيب هيدبح بالسيوف شفارو